En février 2019, à Kirov, s'est déroulée une histoire qui reste à ce jour l'une des plus accablantes dans les chroniques criminelles de la région. Maria Plenkina, 21 ans, a enfermé sa fille de 3 ans, Kristina, dans un appartement situé rue Szczerca, a verrouillé la porte à clé et est partie, pendant une semaine entière. Et lorsque la grand-mère est venue le 20 février pour souhaiter un joyeux anniversaire à sa petite fille et a ouvert la porte avec sa propre clé, elle a découvert l'endroit où vivait cette petite personne. Elle a trouvé Kristina sur le canapé, sans vêtements, déjà sans signe de vie. L'appartement avait l'air d'un lieu où aucun adulte n'avait mis les pieds depuis très longtemps. De la lessive en poudre était répandue sur le sol, des jouets et des déchets étaient éparpillés partout. Les robinets d'eau étaient coupés, il n'y avait ni nourriture ni eau à porter. La grand-mère a alors appelé les secours, bien qu'elle ait déjà compris que toute aide était inutile. Les enquêteurs sont arrivés juste après, et l'examen initial a révélé un détail important. La porte était verrouillée de l'intérieur à clé. Aucune trace d'effraction, aucune trace de présence étrangère. Une seule question se posait, où se trouvait la mère pendant tout ce temps? Le jour même, une procédure pénale a été ouverte, d'abord simplement sur la base de la découverte, mais en quelques heures à peine, il est devenu évident qu'il ne s'agissait absolument pas d'un accident. L'expertise a établi une cause préliminaire, déshydratation, épuisement, hypothermie, des jours entièrement seuls, sans eau, sans nourriture, avec le chauffage coupé. Les experts ont également découvert des traces de lessive en poudre dans son organisme. De toute évidence, poussée par la faim, elle avait tenté de consommer la seule chose qu'elle avait pu trouver. Le 20 février, Kristina aurait dû fêter ses 3 ans. Au lieu d'une fête, un procès-verbal de constatation. Les enquêteurs devaient désormais retrouver la mère et déterminer où elle se trouvait pendant tous ces jours. Le matin du 20 février, c'est Maria qui a appelé. Pas la grand-mère qui l'a contactée, mais elle qui a appelé la grand-mère. Et elle n'a posé qu'une seule question. « À quelle heure se termine ta journée de travail ?» Yulia Plenkina n'aurait jamais pu expliquer précisément ce qui l'avait alertée à ce moment-là. Peut-être l'intonation, peut-être le fait même de cette question, parce que sa fille s'intéressait rarement à son emploi du temps. Ou peut-être le fait que pendant toute la semaine, Maria n'avait pas une seule fois passé le téléphone à sa petite fille, alors que cela ne s'était jamais produit auparavant. Elle répondait toujours la même chose. « Tout va bien, on est à la maison, tout est en ordre. » Alors la grand-mère n'a pas attendu la fin de son service. Elle a appelé la police et les secours pour l'adresse rue Szczerca, puis s'y est rendue elle-même. La porte de l'appartement était verrouillée et à l'intérieur régnait un silence qui a immédiatement glacé le sang. Quand ils ont ouvert, la première chose qui a frappé les yeux, c'était le chaos. La température dans l'appartement se maintenait aux alentours de 15 degrés. Froid et vide. Les médecins ont constaté ce que la grand-mère avait apparemment compris dès le téléphone, et la police a commencé son travail. L'équipe d'investigation a entamé l'examen des lieux, et ce qu'ils ont vu formait progressivement un tableau accablant. Sur la table de la cuisine se trouvaient 2 bouteilles de yaourt vides, et rien d'autre. Le réfrigérateur était également vide. Comme Maria le déclarera plus tard lors de son interrogatoire, elle avait laissé à sa fille du yaourt, un poulet découpé et un paquet de saucisses, estimant que cela suffirait pour 8 jours. Une fois, elles avaient déjà inondé les voisins du dessous. Maria ne voulait pas que cela se reproduise, c'est pourquoi il ne restait pas une seule goutte d'eau dans l'appartement, ni dans les robinets, ni dans la bouilloire, ni dans un verre. Elle avait verrouillé la porte à clé de l'extérieur. Aucune blessure visible n'a été constatée sur Kristina, ni bleue, ni écorchure. Mais quand ils ont relevé son poids, le chiffre a figé tout le monde, 8,5 kg, pour une norme de 13 à 14 kg à l'âge de 3 ans, bien en dessous de la normale, et les médecins ont noté dans le procès-verbal des signes d'épuisement extrême. Cela ne signifiait qu'une chose. Elle ne souffrait pas de malnutrition seulement cette semaine-là, elle en souffrait depuis longtemps déjà. La conclusion de l'expertise médico-légale était la suivante: défaillance multiorganique. L'organisme avait lâché progressivement, d'abord les reins, puis le foie, puis tout le reste. Et ce processus n'avait pas été déclenché par un seul facteur, mais par 3 simultanément: la déshydratation, la famine et l'hypothermie.
Chacun d'entre eux est dévastateur à lui seul, mais ensemble, ils sont devenus une condamnation. On ne l'avait pas frappé, pas étouffé, pas empoisonné. Aucune trace d'intoxication par la lessive en poudre n'a été trouvée dans son sang. Elle était simplement restée seule, sans eau et sans nourriture dans le réfrigérateur, et elle s'était éteinte au fil de plusieurs jours. Dans la nuit du 16 au 17 février, les voisins avaient entendu des pleurs. Mais Christina pleurait aussi avant, alors personne n'y avait prêté attention. Du 17 au 18, c'était déjà le silence. Le tribunal établira plus tard que c'est très probablement à ce moment-là que tout s'est terminé. Quand la porte a été ouverte le 20, des signes de décomposition étaient déjà visibles. 3 jours, peut-être 4, c'est le temps pendant lequel elle avait lutté. L'organisme à cet âge est résistant, même affaibli. Et Christina avait déjà avant cela un cœur fragile, de l'anémie, des problèmes neurologiques. Sa mère avait cessé de l'emmener chez les médecins quand sa fille avait eu 8 mois. Mais tout organisme a ses limites. Et voici ce qu'il est important de comprendre. L'appartement de l'amie, où Maria a passé toute cette semaine, se trouvait à 15 minutes à pied. Elle aurait pu revenir à n'importe quel moment, littéralement chaque jour. Au tribunal, on lui a posé la question directement. « Pourquoi n'es-tu pas revenue ?» Et elle a répondu « Je ne sais pas. Je voulais venir le matin et je ne suis pas venue. Je voulais revenir chaque jour, mais je ne revenais pas. » Elle se sentait mal à cause de sa rupture avec son concubin. Elle ne voulait voir personne, ne voulait pas retourner là où sa fille l'attendait. Elle n'est pas revenue une seule fois en 7 jours, mais pendant cette période, elle a emprunté 2 fois de l'argent à sa mère, soi-disant pour nourrir sa petite fille, environ 2000 roubles. Elle les a dépensés en boîte de nuit. Les 2 premiers jours ont probablement été les plus faciles. L'organisme à cet âge est capable de faire durer de maigres réserves pendant un certain temps, mais certainement pas une semaine. Au 3e jour, la nourriture s'est épuisée et l'eau encore avant. Christina tournait les poignées des robinets et rien ne se passait. À 3 ans, il est impossible de comprendre pourquoi l'eau ne coule pas, et encore moins de trouver les vannes d'arrêt. Partout dans l'appartement, on trouvait des traces de ses recherches, des placards ouverts. Elle rampait, essayait de trouver quelque chose de comestible, quelque chose à boire. Dans la salle de bain, elle a trouvé de la lessive en poudre, blanche, ressemblant à quelque chose que l'on pourrait mettre dans la bouche. Le froid, le mois de février, le chauffage dans l'appartement fonctionnait à peine ou ne fonctionnait pas du tout. Pour un adulte, c'est simplement désagréable, mais pour un organisme épuisé et déshydraté à cet âge, c'est critique. Le fait que Christina ait été trouvée sans vêtements n'est pas un hasard. Lors d'une hypothermie sévère, survient une réaction paradoxale. La personne a l'impression d'avoir chaud et commence à se déshabiller. C'est ce qu'on appelle le déshabillage paradoxal, et cela indique le dernier stade avant la fin. En laissant les impostes ouvertes, elle n'y avait probablement pas pensé, ou y avait pensé mais à autre chose, pour éviter l'étouffement, pour aérer, en plein février. Mais l'appartement aurait pu se réchauffer, peu importe. Ce qui compte, c'est autre chose. Les impostes sont restées ouvertes tout ce temps. Et Christina l'a compris. Elle grimpait sur le rebord de la fenêtre, du haut de ses 3 ans, attrapait ses jouets et les jetait dehors, un par l'imposte, dans la rue. Ce n'était pas un jeu. C'était son unique lien avec le monde extérieur. En bas, juste sous l'appartement, se trouvait un magasin. Les vendeuses voyaient des jouets tomber d'en haut, entendaient quelqu'un pleurer à l'étage. Mais elles n'y ont pas prêté attention. Après tout, les enfants pleurent parfois, non? Et les jouets, quelqu'un les a peut-être jetés, fait tomber ou fait une bêtise. Ce genre de choses arrive. Personne n'est monté, personne n'a appelé, personne n'a posé de questions. La grand-mère dira plus tard au tribunal, si on lui avait signalé à ce moment-là que sa petite fille jetait des jouets par la fenêtre, elle aurait alerté et la police et les services de protection de l'enfance. Mais personne ne l'a prévenue, et Christina a continué à jeter tant qu'elle en avait la force, tant qu'elle pouvait grimper sur le rebord de la fenêtre. Puis elle a arrêté. L'enquête a interrogé les résidents de l'immeuble, rue Strzelca, et le résultat n'était pas tant choquant que parfaitement prévisible. La famille vivait ici depuis environ 4 ans. Les contacts avec les voisins étaient quasi inexistants. Maria fumait parfois dans la cage d'escalier. C'est à ces occasions qu'on se saluait. Une jeune mère, une fille encore toute petite. Personne n'avait remarqué quoi que ce soit de suspect. Et voici ce qui est important. La famille n'était pas inscrite comme famille en difficulté.
Le défenseur des droits de l'enfant de la région de Kirov, Vladimir Chabardine, a confirmé qu'aucun signalement n'avait été transmis au service de protection de l'enfance, ni plainte, ni contrôle, absolument rien. Mais il y avait un autre signal, discret et invisible. Kristina avait cessé de se présenter à la clinique. De sa naissance jusqu'à 8 mois, elle passait des examens régulièrement, puis plus jamais. Aucun suivi, aucun vaccin, aucune visite chez le pédiatre. Après la tragédie, le parquet a mené une enquête et ouvert une procédure pour négligence. La directrice de la polyclinique numéro 7, Tamara Permiakova, a été mise en cause, mais au bout de 3 jours, elle a été libérée faute de fondement pour l'inculpation. Et les médecins du centre de diagnostic pédiatrique ont déposé leur démission en signe de protestation. Ainsi, le système n'a pas été reconnu coupable. Il n'y avait, pour ainsi dire, aucun responsable, hormis la mère. Chez son amie Anastasia Kuprina, Maria se sentait comme chez elle. Sa brosse à dents y était posée, son pyjama y était accroché, et elle y passait souvent la nuit bien avant cette semaine-là. Du 13 au 20 février, Maria menait, en substance, une vie ordinaire. Elle aidait son amie à déménager, car celle-ci changeait justement d'appartement. Elle allait au café avec elle, sortait en boîte de nuit, cherchait du travail. En 2018, elle avait travaillé dans un bar à Chicha, rue Moskovskaya, mais en février, elle était déjà sans emploi. Elle allait chez le coiffeur, montrait des photos de sa fille à la coiffeuse, parlait de Kristina. Et quand on lui demandait avec qui était sa fille en ce moment, les réponses changeaient à chaque fois. Avec la grand-mère, avec une amie, avec la marraine. Tout va bien, on s'occupe d'elle. Anastasia Kuprina ne savait pas que Kristina était en réalité seule. Au tribunal, elle déclarera que Maria la rassurait à chaque fois en affirmant que sa fille était sous surveillance. Et il n'y avait aucune raison de ne pas la croire. Les sorties étaient payées par l'amie, tandis que Maria rapportait de la nourriture chez elle avec l'argent reçu de sa mère. Boîte de nuit, taxi, alcool, tout aux frais d'Anastasia. Les amis de Plenkina ont confié autre chose aux enquêteurs. Maria avait réfléchi à voix haute à plusieurs reprises. Peut-être confier Kristina à un foyer pour enfants? Pas une fois, pas en plaisantant. Elle y avait sérieusement réfléchi. Anastasia Kuprina dira au tribunal, dans le comportement de Maria, il n'y avait rien d'inhabituel. Et c'est justement ce qui est important. Rien d'inhabituel. Une semaine ordinaire, des conversations ordinaires, une amie ordinaire qui traverse une rupture et cherche du travail. Maria mentait avec facilité, on pourrait dire professionnellement, sans la moindre faille. À sa mère, que sa fille allait bien. À son amie, que quelqu'un s'occupait de sa fille. À la coiffeuse, que tout allait bien. Aux connaissances en boîte de nuit, que sa fille était chez sa grand-mère. À chacun sa version, et pas un seul dérapage. Chez son amie, elle disparaissait parfois, et personne ne savait où. Au tribunal, elle a soudainement déclaré qu'il y avait un homme, secret, plus âgé qu'elle, et qu'elle le cachait à tout le monde parce que sa mère était contre. Soi-disant, l'une des nuits, elle l'aurait passé chez lui en dehors de la ville. Le problème, c'est que les données des opérateurs téléphoniques ont montré qu'elle n'avait pas quitté la ville. Encore un mensonge, ou encore un mystère. Le journaliste Ivan Shvetsov, qui assistait au procès, a écrit par la suite « Dès qu'on la prend en flagrant délit de mensonge, elle modifie ses déclarations. Dans ses souvenirs apparaît de plus en plus de nourriture laissée à sa fille. Les versions se multipliaient, mais pas les faits. Le seul fait qui ne changeait pas, 7 jours, pas un seul appel à la maison, pas une seule tentative de vérifier. 2 jours après la découverte, lors de l'arrestation, les enquêteurs s'attendaient à de l'hystérie, des larmes, du déni, des tentatives d'expliquer, de se justifier, de rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Mais rien de tout cela ne s'est produit. Maria était assise calmement, les mains sur les genoux, la voix posée. Elle répondait de manière factuelle. « Oui, je suis partie. Oui, j'ai fermé la porte. Oui, je savais que ma fille était seule. » Lors de l'interrogatoire, elle a partiellement reconnu sa culpabilité et a déclaré qu'elle n'avait pas voulu une telle issue. Elle était simplement partie et n'était pas revenue. L'enquête a ordonné une expertise psychologique et psychiatrique complète et les conclusions ont ensuite été lues au tribunal. Les formulations étaient sèches, médicales, repliées sur ses propres problèmes, absence d'empathie et de compassion envers ses proches. Et voici l'essentiel, saine d'esprit.
Pas de déficience intellectuelle, pas de troubles psychiatriques, pleinement capable de prendre conscience des conséquences de ses actes. Ce n'est pas une maladie, pas un état de confusion, pas un accès émotionnel. Elle savait ce qu'elle faisait. Alexei a donné une interview à REN-TV 2 jours après que l'affaire a été rendue publique. Il a raconté qu'au début, il n'avait pas reconnu sa fille, puis l'avait reconnue, puis était parti, 1 mois après la naissance. Pourquoi? Selon ses mots, la décision était mutuelle. A-t-il aidé après cela? Non, il n'a pas aidé. Il a déménagé à Saint-Pétersbourg et a vu Christina pour la dernière fois en 2016, quand elle avait moins d'1 an. 3 ans sans une seule rencontre. Il a expliqué cela en disant qu'il voulait venir en novembre 2018, mais que Maria ne l'avait pas laissé voir sa fille. Chaque fois qu'il demandait une rencontre, elle répondait la même chose. « Tu as ta vie, nous avons la nôtre, chez nous tout va bien. » Il voulait emmener Christina à Saint-Pétersbourg pour de bon, l'élever lui-même. Maria a refusé et l'a menacée. S'il l'emmenait, elle porterait plainte pour enlèvement. On se retrouve face à un paradoxe. Elle ne voulait pas élever sa fille, mais ne la confier ni au père, ni à l'État. Pourquoi? On ne le comprend pas. Fait important, la dernière correspondance avec Maria est datée du soir du 17 février. À ce moment-là, elle a refusé. Christina était alors encore en vie, et c'était probablement le dernier ou l'avant-dernier jour. Sur la page V-Contact d'Alexei, il n'y avait pas une seule mention de sa fille. Son statut affichait « tranquille, tranquille ». Maria s'est donc retrouvée seule à 18 ans, sans mari, sans emploi, sans diplôme. Elle n'avait jamais terminé sa formation de pâtissière au lycée professionnel de cuisine. La seule source d'argent était sa mère, qui subvenait entièrement aux besoins de sa fille et de sa petite-fille. Elle donnait de l'argent pour la nourriture, les vêtements, l'appartement. Elle vivait à 3, jusqu'à ce que Christina ait environ 1 an. Puis il y a eu une nouvelle dispute et Yulia est partie. Pas dans un autre appartement, mais dans un foyer. Mais elle n'a pas disparu pour autant. Elle appelait chaque jour, venait 2 à 3 fois par semaine. Elle donnait de l'argent, ce même argent que Maria dépensait ensuite en boîte de nuit. Au tribunal, l'avocate de Maria a présenté une autre version de cette histoire. Selon elle, après le déménagement, la grand-mère avait pratiquement cessé de se montrer. Quand on lui demandait de garder sa petite-fille, elle répondait « C'est toi qui as accouché, c'est à toi de t'en occuper ». Et elle refusait de la prendre dans ses bras. « Elle est si petite, j'ai peur ». Une seule fois, elle est restée avec Christina, et plus jamais. En même temps, elle donnait régulièrement de l'argent pour la nourriture de sa petite-fille. Maria ne travaillait pas, vivotait grâce à des petits boulots occasionnels dans des clubs et des cafés. Cela donne une construction étrange. Une dépendance financière totale, doublée d'une rupture émotionnelle quasi complète. Plenkina déclarera ensuite aux journalistes « Je n'ai rien remarqué de suspect dans le comportement de ma fille. Si c'était un mensonge, alors il a duré 3 ans, je ne sais pas. » Alexei, dans une conversation avec la chaîne 360, s'est souvenu que Maria était autrefois tout à fait différente. Elle tenait son foyer, restait à la maison. Ses amis vinrent la voir chez elle au lieu que ce soit elle qui disparaisse quelque part. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie, ce qui a changé. Quelque chose s'est brisé ou quelqu'un l'a brisé. L'enquête a également mis au jour une condamnation antérieure de Maria Plenkina. Avant même la naissance de sa fille, elle avait été poursuivie pour escroquerie dans le domaine du crédit. Article 159, partie 1 du Code pénal de la Fédération de Russie. Un schéma classique. Elle souscrivait des crédits avec de fausses informations sur ses revenus et son lieu de travail, obtenait l'argent et disparaissait. La grand-mère dira ensuite aux journalistes que cette condamnation était l'un des signes du comportement asocial de sa fille, mais à l'époque, elle n'y avait pas accordé une importance particulière. Désormais, une deuxième condamnation, et celle-ci ne concernait plus l'argent. Et voici ce qui est intéressant. Au cours de l'enquête, Maria a tenté d'appliquer la même méthode qui avait fonctionné auparavant, la manipulation. Elle a déclaré qu'elle n'était pas rentrée chez elle parce que des voix dans sa tête l'en empêchaient. Elle a essayé de simuler un trouble psychiatrique. Cela n'a pas fonctionné. Alors, elle a changé de tactique. Elle a reconnu partiellement sa culpabilité et a dit qu'elle aimait sa fille. Ses déclarations changeaient constamment. Une version tombait, une autre apparaissait aussitôt. Les enquêteurs ont constaté qu'elle s'adaptait, cherchaient quelle explication serait acceptée.
Le système qu'elle avait l'habitude d'utiliser à son avantage ne s'est pas laissé faire cette fois. Le 17 janvier 2020, tribunal régional de Kirov. Près d'un an s'était écoulé depuis la tragédie. Dans la salle, des journalistes, des caméras, des micros, une affaire que toute la ville connaissait. La tombe. Maria Plenkina était assise sur le banc des accusés, calme et détachée. Le juge lisait les pièces du dossier, les photographies de l'appartement, les vannes coupées, l'état de Kristina au moment de la découverte. La procureure Anna Kravets a requis 13 ans et 3 mois de colonie en régime ordinaire, plus une amende, plus une restriction de liberté après la libération. Chef d'accusation, avoir causé la fin de la vie d'une mineure avec une cruauté particulière. Rien de particulier, une fille ordinaire, une étudiante ordinaire. Puis sont venues les données sur la famille, et c'est là que, pour la première fois, un fait a été mentionné. Le propre père de Maria avait été incarcéré. La mère avait déménagé dans un foyer, le père de Kristina était parti dans une autre ville, le père de Maria était derrière les barreaux. Les voisins avaient entendu des pleurs et n'avaient pas appelé la police. Les médecins n'avaient pas vu Kristina depuis 2 ans et n'avaient pas donné l'alerte. Le juge a énuméré tous ceux qui auraient pu intervenir et ne l'ont pas fait. L'avocate de Plenkina ne s'est pas présentée au prononcé du verdict. Maria a eu la parole et a commencé à s'exprimer. Mais son discours est immédiatement devenu décousu, confus. Elle passait d'une idée à l'autre, appelait sa fille Krestyusha et pleurait. « Je reconnais ma culpabilité parce que j'ai laissé ma fille seule. Je ne lui souhaitais pas cela. Il n'y avait aucune animosité personnelle. Je l'aimais beaucoup et je faisais tout pour qu'elle ne manque de rien. Je prenais soin d'elle. Pourquoi n'es-tu pas revenue ? Elle n'a pas répondu, elle n'a pas su formuler de réponse. On lui a posé les questions clés. Comment as-tu pu laisser ta fille sans eau ? Pourquoi as-tu été absente 8 jours ? Sous la garde de qui Kristina est-elle restée ? Et à aucune de ces questions elle n'a donné de réponse cohérente. Les spectateurs dans la salle échangèrent des regards, et quelqu'un a dit à haute voix « Elle pleure parce qu'elle a peur pour sa propre vie ». Les larmes étaient là, mais pas l'explication. La parole a été donnée à l'avocate. La défense a tenté de faire ce que l'accusée n'avait pas pu faire elle-même, expliquer. Maria s'est effondrée sous le poids des difficultés matérielles et quotidiennes. C'est pourquoi elle dit qu'elle n'a pas pu revenir. L'avocate a lu les circonstances atténuantes. Le père de Maria était décédé quand elle était encore petite. Sa mère, après cela, lui avait accordé peu d'attention. Des relations intimes précoces, une grossesse à 17 ans. Quand Maria avait annoncé sa grossesse à sa mère, celle-ci avait répondu « Il faut avorter », sans explication. Plenkina s'était retrouvée de fait seule avec sa fille, sans soutien, aucune aide financière de la part du père. La mère se dérobait à la prise en charge de sa petite fille. Les Kiroviennes dans la salle s'indignaient à voix basse. Je ne suis pas d'accord avec l'accusation selon laquelle Maria avait une attitude négative envers sa fille, a conclu l'avocate en demandant la peine minimale. Et là, le juge l'a interrompu. Article 105. Avez-vous harmonisé votre position avec votre cliente ? L'avocate a hésité. Oui, elle reconnaît l'aspect objectif des conséquences de ses actes, mais sans intention de cruauté particulière. Le juge a annoncé une suspension de 15 minutes pour que la défense harmonise sa position avec l'accusé. Un moment rare. Même l'avocate, de toute évidence, ne comprenait pas tout à fait ce qu'elle défendait exactement. Et voici ce que signifie la conclusion des experts. Tout ce qu'elle a fait, elle l'a fait en pleine conscience. Elle a coupé l'eau en sachant pourquoi. Elle est partie pour une semaine en sachant qui elle laissait. Elle n'est pas revenue en étant consciente des conséquences. Les experts n'ont pas diagnostiqué une maladie, ils ont décrit une personnalité, une personne qui ne sait aimer qu'elle-même, qui ne ressent pas la souffrance d'autrui, qui trouvera toujours un coupable, et ce sera n'importe qui, sauf elle-même. Mais ce n'est pas un diagnostic, c'est un caractère, et le caractère n'est pas une circonstance atténuante. Les psychiatres étudient ce type de mère depuis longtemps. La psychothérapeute britannique Anna Motz, experte en psychologie judiciaire, les décrit ainsi « des femmes qui perçoivent leurs propres fils et filles, non pas comme des personnes distinctes, mais comme un prolongement d'elles-mêmes. Une extension narcissique, un objet, une fonction. » Une autre spécialiste, Estella Weldon, a travaillé pendant des années avec des mères qui causèrent du tort à leurs proches. Et sa conclusion est effrayante. Pour ces femmes, la maltraitance de leur propre progéniture est une attaque symbolique contre le corps de leur propre mère.
une vengeance, un règlement de compte, et c'est alors que tout commence à prendre sens. Christina n'a jamais été pour Maria un être humain vivant avec des besoins. Elle était un accessoire, un décor pour des photos, un prétexte pour obtenir de l'argent de la grand-mère, un instrument de manipulation avec le père. C'était sa propriété, pas une personne, un objet. Quand l'objet est devenu gênant, Maria n'a pas fait ce dont on l'accuse au sens habituel du terme. Elle a simplement effacé sa fille de sa conscience. Elle a cessé de penser à elle, littéralement. Pendant 7 jours, elle a vécu sa propre vie, et Christina n'existait pas dans sa tête comme un être vivant qui pouvait s'éteindre. Le poste de félicitation, ni cynisme ni folie. C'est une mise en scène. Elle ne félicitait pas sa fille. Elle montrait au monde l'image d'une bonne mère. Le public est plus important que la réalité. Et la grand-mère qui a trouvé Christina le jour de son anniversaire, peut-être pas un hasard. Entre Maria et sa propre mère, il y avait une hostilité, des conflits, une séparation, des disputes. Le coup devait atteindre la grand-mère. La petite fille était devenue une arme dans cette guerre. Le 23 mars 2020, la 4e cour d'appel de Nijni Novgorod a examiné le recours de la défense. La décision a été maintenue. 13 ans de colonie en régime ordinaire. Maria Plenkina sera libérée aux alentours de ses 35 ans. Christina aura pour toujours 3 ans. Elle jetait des jouets par la fenêtre. Elle espérait que quelqu'un verrait, mais personne n'a vu. Qu'en pensez-vous de cette histoire? Écrivez-le en commentaire, mettez un like, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt.